là, on va monter la matière. Donc là, ce barreau-là, c'est du fer pur. Ensuite, on fera la même chose avec le barreau d'acier, le petit barreau d'acier avec une bonne teneur en carbone. Je vais monter aux alentours de 1100 ou 150 degrés maximum. On va monter plus haut, mais vous êtes là. Et je sais que, par expérience, jusqu'à 150-200 degrés, ce n'est pas de projection extérieure. Donc on va rester un poil en dessous, mais ça vous permet d'être à côté. Par contre, quand je tape, même les grands, certains sont métallurgistes, alors on va dire qu'ils font gaffe, mais en tout cas, les visiteurs, ils me mettent leurs lunettes, s'il vous plaît, c'est important. Ici, sur le spectre à peu près 50 degrés près, et sur des températures bien précises, sur des températures de trop plus haut, là je suis précis à l'œil à moins de 20 degrés près. Mais à la même heure, au même endroit, avec la même lumière. Et oui, le persistance rétinienne, elle varie sur la lumière autour. C'est pour ça qu'on fait toujours les forgerons font toujours les trempes plutôt en fin d'après-midi, au moment où la lumière est plus ratante et donc souvent vraiment dans la forge. Et il la faut toujours. Voilà, moi je la fais toujours ici, je ferme la porte. J'ai donc juste un petit tapon de lumière avec les trois carreaux, le reste est. Et là, ça me permet d'avoir vraiment une très bonne vision de la forge. Allez, donc là, un marteau pilon, c'est un alpha arrondi. Donc si je le mets dans ce sens-là, c'est comme le rouleau à tapisserie, je vais étirer ma matière dans ce sens-là. Si je le mets dans l'autre, je vais l'évaser. Là, ce qui nous intéresse dans le cas présent, c'est de l'évaser. Je vais donc venir me placer ici de face. Voilà. Et ensuite, on est en étirement. Voilà, la barre elle est étirée. On est encore un petit peu épais par rapport à ce qu'il nous faudrait. Hein. Donc ensuite, l'opération suivante, je vais le remettre à chauffer. Et là, hier, j'ai fait exprès, j'ai laissé le réglage définitif de l'aminoir que j'ai passé. Alors je le disais, hein, l'aminoir c'est 14e siècle, le pilon c'est 11e. Ah. Fin 10e, début 11e. La matière étant beaucoup plus fine, elle rechauffe en plus beaucoup plus vite. Et on emmène la matière. Voilà, en une passe, on a étiré une partie du fer pur nécessaire. Alors, précision, c'est du fer pur. C'est vrai que ça fait gagner un temps énorme. Alors, comment on faisait autrefois? Parce que c'est quand même intéressant de savoir comment on faisait autrefois. On emmenait ça avec 2 ou 3 gars à la masse. Ça va très vite à ce coup-ci, attention. Et puis pour venir finir d'avoir cet état de surface quasiment équivalent, et bien on utilisait cet outil qui s'appelle une chasse à parer. Et donc, le maître de forge tenait la pièce et on venait toc, 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 taper. Et il venait gommer chaque bosse. Et les ouvriers, les ouvriers, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, le terme ouvrier est trop souvent galvaudé, mais l'ouvrier, c'est celui qui fait l'ouvrage, qui fait l'œuvre. C'était quelqu'un qui, très longtemps, a eu un très haut statut social d'être ouvrier. Eh bien, venait frapper parfaitement, de manière à mettre en ligne complètement notre barreau. Bien. Alors, là, notre calibrage est terminé. On va donc prendre maintenant un petit peu de temps. Je vais découper les petits barreaux qui me restent à découper. Je vais venir assembler la trousse. Et on va commencer, littéralement, l'opération métallurgique sur la lame de scie. Ok, donc, là, je vais venir, vous voyez, j'ai fait des petites plaquettes qui font 7 de long. Hein. Donc je vais venir les recouper. Je vais venir les recouper et on va les assembler. Alors, autrefois, on les tenait, les anciens les tenaient avec du fil de fer. Ce qui fait d'ailleurs très souvent que sur certaines pièces où ils n'ont pas cherché la haute qualité, on retrouve les traces de fil de fer parce qu'ils les ont soudés avec.
C'était pas gênant, ça ne posait pas de problème puisque souvent on a rasec au niveau du tranchant. Donc on a comme ça des couteaux repliés où on a dit tiens c'est bizarre, c'est quoi? Bah, c'est le fil de fer avec lequel il les... Et ça va me permettre de les tenir le temps de les souder. Alors bah, c'est pareil, comme je le dis souvent, Muddy Waters a inventé l'électricité, donc moi j'ai un poste à soudure à l'arc. On va le faire comme ça, hein, ça va être pas mal aussi. Et on viendra juste faire une petite soudure au bout des blocs, de chaque côté. Vous remarquez que ici, ça c'est le barreau de fer pur de départ. Bah, j'ai gardé ma dernière partie, ce qui va m'éviter d'avoir à souder un traînard. Ce qu'on appelle un traînard chez nous, c'est une tige d'acier qui nous permet de tenir la pièce quand on travaille. D'avoir à souder un traînard avec des soudures qui subissent de hautes températures et qui au bout d'un moment, par l'oxydation, se décollent, ben là ça risque pas de se décoller, vous voyez, ça ne bougera pas. Et du coup je vais pouvoir faire mon petit montage proprement. Voilà, alors bah écoutez, on va couper ces plaques, on va peut-être arrêter là parce que le bruit de la disqueuse c'est pas le top. Et puis dès que j'ai coupé les plaques, eh ben, on se remet à la télévision, c'est parti. Une soudure est réussie quand ça se met à sonner. Vous allez voir, au moment où je soude, ça fait poc, 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 poc. Puis à un moment, ça se met à sonner plus clair. Là, c'est que la soudure est bonne. Il y a l'aspect visuel, l'aspect auditif, et également l'aspect de ressenti. Il y a les trois sens qui fonctionnent. L'aspect olfactif, pas encore, mais... 6, 7, 8, alors la crête Briançon, bien sûr, c'est quelque chose de particulier. Hein. Pourquoi on utilise la crête Briançon en forme? Ben, tout simplement parce que la chaleur ne l'efface pas. Et ça nous permet même à chaud de distinguer les petits marquages, etc. Si vous mettez un coup de marqueur au pétrole, c'est très chouette. Puis dépasser 800 degrés, bien avant d'ailleurs, on ne voit plus rien du tout, quoi. Bien, allez, on va couper ces plaques-là. Vous avez bien remarqué, les étincelles ne sont plus du tout les mêmes. Tout à l'heure, on avait des étincelles toutes molles, un peu blanches, voilà, blanches, rougeâtres, c'est le fer pur. Là, on a des étincelles qui pétillent de manière incroyable, tout simplement parce que c'est le carbone qui est à l'intérieur et vraiment qui part des étincelles beaucoup plus petites. Il faut avoir un peu l'habitude pour le distinguer, mais... Donc nos X sont bien en place. Et puis c'est parfait. Donc on a nos petits X qui sont en place. Donc là, ils sont chauds bien sûr. Sinon c'est pas drôle. Voilà. Allez, remonte. Ça fait partie des choses un peu, entre guillemets, répétitives. Alors, autrefois, il les coupait au crochet, mais c'était pareil, quoi. Derrière, s'il fallait passer à la meule pour le décaper un peu. Nous, on a au... Bon. Alors, paradoxalement, on se dit toujours que la modernité a du bon. Il faut savoir que si c'est coupé tout de suite à chaud au crochet, ça va beaucoup, beaucoup plus vite que de sortir la disqueuse, etc., etc. Donc on a combien de couches au départ? Je vais partir de 19 couches au départ. D'accord. C'est de manière à ce que ça passe, etc., etc. On va partir de 19 couches. Après, le plan de route, entre guillemets, je l'ai notifié. On peut le regarder d'ailleurs ensemble. L'idée, c'est que 19 couches, on coupe en 4. Donc on est à 76. Hein, on remet plus que 4 blocs. Okay. Même chose, on recoupe en 4, on est à 300 couches. On s'approche de voilà. Ouais. Si, l'intérêt, je pense, hein, c'est que le fer pur est plus tendre mais granuleux. On a une micro-râpe. Je crois que la logique voudrait que ça fonctionne comme ça. Et sur les couteaux, c'est ça à peu près. Alors là, sur les couteaux, ouais, c'est ça. On monte à 300, on évite de monter à 600 parce que nous, sur les couteaux, notre recherche, c'est le décor. À 600, le décor, il devient très très diffus. Mais là, c'est pas le décor qu'on recherche, c'est l'efficacité véritable du truc.
Donc grosso modo, ça va pas nous donner une lime diamant, mais pas loin. Avec le fer pur, lui, il ne prend pas la trempe. Donc très rapidement, il va s'user. Sur à peine, mais s'user. Le reste va rester trempé. Et là, d'un seul coup, on doit... Je pense, en plus, alors, c'est un centième, hein. Mais c'est un centième où le sable reste le fer pur. Voilà, c'est une micro-denture, c'est l'intérêt du domaine. Voilà, les barreaux du milieu, c'est du fer pur. J'ai mis 2 plaquettes en acier dur, puis 2 plaquettes en fer pur, puis 2 en acier dur. Voilà, et on va alterner comme ça jusqu'à arriver à 19 couches d'acier. Et même si à l'époque le fer était quasiment autogène, l'acier n'est pas arrivé. Donc je vais utiliser ce qu'on appelle du borax, c'est du sel de bore, hein, qui me permet de venir faire une couche de protection et qui évite une oxydation au moment de la soudure. Qui dit oxygène, apport d'oxygène, dit oxydation, dit ça ne soude pas. Donc c'est logique. Donc là, on trouve la même chose en plomberie, hein, sur les tuyaux, etc. À l'époque, ils n'avaient pas de sel de bore, ils avaient de la silice. Et donc ils le transformaient, ils l'intégraient dans une gangue de verre, littéralement. On utilise du borax aujourd'hui parce que tout simplement le borax, vous allez voir, il va adhérer tout de suite au bloc dès qu'il va être un tant soit peu chaud le bloc. La silice, parce que j'ai essayé, la silice n'adhère au-dessus de 1000 degrés. Ça veut dire donc que vous sortez votre bloc à 1000 degrés, que vous jetez, ça s'appelle un projeté. Projeté sur le bloc, il faut être très précis. Vous remettez au feu, et dans un feu de charbon à l'époque. Et là, vous soudez. Donc là, on a la forge à gaz, ça va assez vite, mais on part quand même de 0 pour monter à 1300 degrés, il faut quand même un tout petit peu de temps pour que ça y aille. Là, le bloc n'est pas énorme, j'estime le temps de monter aux alentours de 8 minutes. Si je travaillais avec une forge à charbon, le temps de monter serait à peu près équivalent, mais la préparation du feu de charbon pour avoir la même chose me prendrait une demi-heure avant. C'est au moment où vous voulez faire une soudure, vous frappez fort, ce qui va se passer, c'est ça. Vous avez les 2 plaques qui sont là, elles prennent l'impact et elles se décollent. Donc, on dit la soudure d'un acier, dans ce cas-là, il est isostatique, à la pression. Donc je vais taper tout doucement pour venir serrer, commencer à le souder. Une deuxième fois, à nouveau, là je serai sûr de ma soudure. Si j'en suis pas sûr, on recommence une 3e fois, parce que la soudure la plus importante, c'est celle du début du bloc. On a 19 couches à souder ensemble. Ensuite, le bloc, on le recoupera chaque fois, on les tirera et on le recoupera, mais en 4 coups. Donc après, on n'a que 3 soudures l'une sur l'autre. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile à appréhender. Et enfin, la dernière soudure, celle qu'on soigne pour plus, c'est la dernière. Hein, c'est celle qu'on va vraiment chercher le petit détail pour être sûr parce que là, l'acier est extrêmement serré. La matière est extrêmement serrée, puisque je vous rappelle que le but du jeu, c'est d'arriver au moins à 300 couches. On a à 19, on va arriver à 300. Et même dans l'idée que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, après, on a à 600 couches, parce que c'est 40 de plus, ça prend 10 minutes de plus. Et là, on aura vraiment un effet abrasif beaucoup plus important sur la tranche de l'acier. Donc là, je mets du borax sur toute ma trousse. Ma pièce est prête, je la mets au feu. C'est parti pour la première phase de soudure.
perd pas de température, on perd pas de temps. On remet du borax. Et la première phase de soudure, sur un bloc comme ça, personnellement, moi je ne prends aucun risque. Vous voyez que je suis encore à près de 900 degrés. Donc là, tout à l'heure, je me suis mis dans ce sens-là, parce que je voulais évaser la matière. Là, je vais me mettre dans ce sens-là. Alors, je suis désolé, je vais vous tourner un peu le dos, hein, parce que je veux allonger la matière. C'est parti. L'opération, mais on va être beaucoup moins haut et puis surtout on va être super. Voilà, regarde. Attendez. On va lui laisser 10 minutes pour refroidir. On va couper 4 voire même 5 tronçons là parce qu'on a étiré bien long. Donc on passera directement à 5, on passera directement à 16 couches, 96. Voilà, on va pas monter à 400 couches en 2 places. Ça va être pas mal. On a vraiment, mais je pense que ça c'est une image aussi. Quand je bossais au musée de la guerre au Moyen-Âge, c'est marrant, les gens pensent toujours qu'une épée ça fait 4 kilos, tu vois, et que, etc. Et à un moment tu leur dis, mais que tous les mecs avaient une épée, parce que c'est l'Ivanoé de notre enfance, voilà, et à un moment tu leur dis, non mais non, l'épée c'est ultra rare, c'est ultra cher, c'est ultra rare, on laisse pas n'importe qui se balader. Je leur donnais l'exemple, je leur disais, mais tous les forgerons fabriquaient des épées. Je dis, non, d'abord parce que c'était pas de ça dont on avait besoin à l'époque. Et surtout, je leur donnais l'exemple, je leur disais, un très bon tourneur fraiseur aujourd'hui, il est tout à fait capable de fabriquer une arme automatique. C'est pas pour ça qu'on l'autorise à le faire. Hein. Il faut quand même pas pousser. Quoi. Comme c'est du fer pur, ça reste très bon. Par contre, dès qu'on est passé au rouge chaud, ça arrête de plier parce que le glacier carbone commence à durcir. Donc tu te mets à marquer le fer pur, mais plus à descendre le carbone.
Là, c'est une petite opération qui c'est la dernière opération de forme. Après, il y aura la dernière opération de forme, c'est serrer le plat. Là, on va prendre les côtes, on va les couper aux côtes. Et derrière, ben, on n'aura plus qu'à tremper la pièce. Voilà. J'ai décalé le tronçon, on le voit nettement, il est bien propre, il est bien lisse. Et j'ai laissé l'autre en brut de forme. Donc, au moment où vous allez devoir percer pour les tests et autres, ben, il ne faudra pas faire percer de ce côté-là, mais de ce côté-là. Alors, on va la tromper doucement. Je vais juste, là, un petit voile, j'ai la redresser à froid avant trempe. Ça sera cool. Ça, c'est le fer pur qui est bien. Pas sur un acier assez dur pour qu'il trempe à l'air. Donc on n'a pas ce genre de souci. À l'époque, c'était pas du tout un souci comme ça. La trempe, ça consiste en quoi? Et la trempe électrique, c'est quoi? Alors là, l'acier a cette capacité que lorsqu'il est chauffé, alors ça dépend des aciers, mais dans ce cas-là, on va le chauffer aux alentours de 800 degrés. Et à 800 degrés, lorsqu'on le refroidit brutalement dans de l'eau, dans de l'huile, autrefois on trompait beaucoup à l'urine aussi. Tout simplement parce que l'urine est chargée en phosphore, en sels minéraux, etc., en sodium, et qu'elle donne une dureté supplémentaire en surface aux outils. Eh bien, l'acier a cette capacité qu'en quelques secondes, il change la forme de sa molécule première. La molécule de carbone, le mélange de molécules de carbone et de fer change. Et en l'espace de quelques secondes, il devient 4 à 5 fois plus dur. Par contre, il devient extrêmement cassant. Là, on résout le problème puisqu'on a fait un alliage avec du fer qui ne trompe pas, le mélange de carbone qui permet au fer de tromper, et qui lui va agir comme un tampon pour venir assouplir le travail. Comme c'est un outil, une lame de scie qui va être amené à travailler et en plus à travailler par frottement, je ne vais pas pousser la trempe comme on la pousserait pour un couteau. C'est pas ce qu'on lui demande. Un couteau, le tranchant est sur un fil, c'est le cas de le dire, hein, c'est le fil de la lame, et ce fil doit être extrêmement dur pour trancher et tenir la foutage. Là, c'est pas ce qu'on demande à la pièce. Ce qu'on lui demande là, c'est de durer dans le temps. Donc je vais faire une trempe qui sera un peu moins dure, mais qui laissera de la souplesse à cette vis-là. Ça, c'est assez important. Alors, on va faire en sorte. Et là, je vais maintenant, ensuite, je vais venir la tremper sur environ un tiers de la hauteur, et seulement un tiers de la hauteur. Parce que cette laine de scie, elle va être, donc, c'est un outil d'usure. Or, si je la trompe sur toute la hauteur de la lame, elle va devenir, même si le fer est là pour amortir, elle va devenir extrêmement cassante. Or, il faut qu'une lame, surtout les lames d'origine qui faisaient, on a vu 3,50 m, elle devait avoir forcément une flexibilité. Parce que sinon ça ne plaît pas. Donc je vais tromper la lame que sur la partie haute. Ah, vous n'allez pas vous étonner, ça peut faire quelques flammes, mais c'est pas grave. Et je vais la tromper que sur la partie haute. Et je vais faire en sorte, vous allez voir que mon mouvement il est régulier. En effet, dans l'huile, si je m'arrête, la chaleur est telle qu'elle crée une enveloppe gazeuse autour de ma pièce et que donc le refroidissement ne se fait pas correctement. Donc quand on fait une trempe, on va agiter la pièce en permanence. Mais si je l'agite en biais, elle va cristalliser en biais. Donc je vais avoir une lame qui brille. Donc là, le but du jeu, c'est qu'il y ait des flammes, qu'il y ait quoi que ce soit, on s'en fout. La trempe, c'est le moment le plus important. La main, elle est toujours dans le même geste. On va être à température. Je cherche juste la bonne pince. Là, on est trop chaud. Voilà.
température qui reste sur le haut de la pièce, elle est en train de redescendre le long de la lame dans ce qu'on appelle un revenu. Vous voyez que l'huile, elle crépite encore. Et à un moment, la chaleur résiduelle va faire qu'elle va arrêter de crépiter. Et là maintenant, vous allez voir, on voit nettement la ligne de trempe tout le long de la file. Il y a du bon goût de parvenir en plus. Regardez la ligne, elle est là. Vous la voyez ici? Elle est plus diffuse ici. Très net. C'est dingue. Très très net. La ligne noire qui est là. Maintenant, on va regarder. On va mettre un petit coup de bande sur la partie la plus plate. Et on va regarder si on voit le décor. Oui, tu veux. Il est discret. C'est ta marque, ton C'est poinçon. ma marque, c'est mon poisson. Est-ce que vous savez pourquoi on mettait des poinçons autrefois sur les pièces? Des marques. Tout simplement pour se faire payer en fait. Ça vient des tailleurs de pierre. Les tailleurs de pierre en fait étaient payés à la pièce. Donc chaque pierre d'un édifice religieux ou autre était marquée. Et à la fin de la journée, le contremaître passait et comptait un tel, cette marque. Je te vois cette marque. Un tel, voilà. Et ça évitait que les gars se piquent les pierres. Et voilà. Alors ça, on l'a profité pour laisser bien plus longtemps dans la scie. Et on sait hein, quelles y sont les couches. Et regardez. Ouais, on les voit. On est tellement serré qu'on doit